Alors, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. On va donner un coup magistral politique au pro-Gbagbo. Comment Gbagbo allait faire pour empêcher la rébellion entre Henri Konan Bédié et son excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui des deux est réellement pro ou feu boyen. C'est très important. Et pourquoi Soro Diom négocie en ce moment avec le président Alassane? C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc connectez-vous, nous allons en parler. On va en parler. Connectez-vous, on va en parler. Avant de commencer, je ferai des big up à ceux ou à celles qui sont à ceux et à celles qui sont connectés en ce moment. C'est très important. Donc nous allons nous mouiller la gorge et on va avancer. Pour commencer, j'aimerais exhorter tous les militants et toutes les militantes, ainsi que les sympathisants et les sympathisantes du RADP de s'abonner sur Info Afrique. C'est très important. Parce que c'est ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous sur les pages qui parlent du RADP. Des pages qui sont là faire la promotion du RADP. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas surtout de partager les directs. Ouais? Il ne s'agit pas de regarder et ne rien faire. Votre participation, c'est aussi de partager. C'est en partageant que ça pourra atteindre plusieurs personnes. Parce qu'il faudrait qu'on envahisse les réseaux sociaux. On envahisse les réseaux sociaux, on doit commencer sur les réseaux sociaux et aller sur le terrain. On doit arriver sur le terrain en Côte d'Ivoire. On commence ici et on termine sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le moment, les campagnes n'ont pas encore débuté. Sinon que la campagne n'a pas encore débuté, on est sur les réseaux sociaux. Quand ça va commencer, on sera sur le terrain. Donc, ce n'est pas sur les réseaux sociaux seulement on va perdre notre temps. Il faudrait qu'on aille aussi proche du peuple pour parler à cette population. C'est important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas sur les mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière gouverneur italien, docteur Monde, m'appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, Saint-Père, plein de royal, Padrino, Camari, Dezo ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des thèmes, c'est-à-dire l'énoncé du sujet est bel et bien sûr. Regardez le titre de la vidéo. Vous verrez, l'énoncé est bel et bien là. Donc, le titre ou l'énoncé. Alors, nous voilà. Pour commencer, j'aimerais faire un petit big up. Sedou Diara, big up à vous. Pélagie Yapo, big up à Madame Pélagie Yapo. Sam Peresco, big up à vous. Mamadou Fani, big up à vous. Moussa Traoré, big up à vous. Abou Bakari, big up à vous. Mori à l'Est, big up à vous. Adama Meite, big up à vous. Karamoko Ibe, big up à vous. Voilà, Adama Balo, big up à vous. Je pense que, voilà, Logosina, big up à vous. Je pense qu'on est là, hein. Abou Bamba, je vous salue. MC Cool, big up à vous. Glassina Sissé, big up à vous. Morou Wela, Côte d'Ivoire, big up à vous. Faucon Blanc, big up à vous. Moses de SP, big up à vous. Bon, ok, écoutez, si on veut faire big up à tous ceux qui sont là, ou à toutes celles qui sont là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, nous allons débattre d'un sujet qui est très important. Alors, commençons par Laurent Gbagbo. Et on va arriver sur les clashs des membres du FPI. En dehors de ça, nous allons parler des négociations de Guillaume Soro envers le gouvernement qui sont en cours en ce moment, ces négociations qui sont en cours. On va en parler. Et maintenant, entre le président Alassane et Henri Konan Bédié, qui est réellement un pro Henri Konan, j'ai dit, un pro Félix Houphouët-Boigny, c'est très important. Voilà, un pro Henri Félix Houphouët-Boigny. Entre Bédié et Alassane, qui est pro Félix Houphouët-Boigny, c'est important. Donc, ça sera le dernier sujet à traiter. Alors, d'abord, prenons le jugement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La CPI a fait une erreur en jugeant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sur l'accusation de cupidité. Parce qu'en allant sur cette branche, la CPI était maintenant obligée de démontrer que Laurent Gbagbo aurait directement donné des ordres ou signé directement des documents pour permettre à des gens de commettre des crimes.
Et c'est ça qui a été difficile du côté de la CPI à démontrer. La CPI n'a pas pu démontrer. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo est sorti. Mais si la CPI partait sur la base de responsabilité, Laurent Gbagbo, 1 mois de procès et puis il était condamné. 1 mois de procès parce qu'il n'allait pas s'en sortir. Si on lui disait qu'il était responsable, donc il était accusé sous forme de responsabilité des événements qui se sont produits, il allait être condamné parce que Blé Goudé, quand il donnait des ordres aux patriotes pour dire main nue, et ceux qui le suivaient parce qu'il donnait des ordres main nue, qui se faisaient tuer, c'était la responsabilité de Blé Goudé. C'est à cause de lui, ces gens-là sortaient pour aller affronter l'armée française. Ces gens-là sortaient pour aller se faire massacrer. Donc, c'était de la responsabilité de Blé Goudé. Mais pour dire la cupidité de Blé Goudé, automatiquement, c'est difficile à démontrer. Parce que quand il dit sortons main nue, on ne voit pas des passages qui demandent à ces gens-là d'aller se faire tuer ou bien d'aller se faire truc. Donc, c'est difficile à démontrer et tout. Voilà pourquoi ils ont eu la chance. Sinon, réellement, ils sont coupables, mais sous le fait de la responsabilité et non de la cupidité. Là, voilà ce que je tiens à dire. Parce que les go et tout, ils font croire aux gens que Gbagbo est blanc comme la neige, Blé Goudé est blanc comme la neige. C'est du mensonge. Quittons là-dedans. Alors, venons sur le côté du pays qui se clash en ce moment. Vous voyez sur la toile, et même en Côte d'Ivoire, le FPI n'est plus un parti politique. Le FPI a été démembré. Ce n'est pas un parti politique sur lequel un vrai Ivoirien peut compter pour vouloir faire émerger la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes multi-ethniques. Nous sommes assez nombreux. Et chaque ethnie a son comportement. Chaque ethnie a sa manière de vivre. Oui, je dirais même qu'on a plusieurs cultures. Et ce sont les ensembles de ces différentes cultures qui forment la Côte d'Ivoire. Mais on met ça au singulier, on dit la culture ivoirienne. Mais au sein de la singularité, il y a la pluralité. Donc, il y a plusieurs cultures qui forment une culture qu'on dit la culture ivoirienne. Mais le FPI, normalement, devrait avoir une seule culture à son sein. Et cette culture devrait baser sur la philosophie de Laurent Gbagbo, puisqu'ils disent que non, ils sont pro Gbagbo. Ils sont pro Gbagbo. Et donc, c'est au nom de la visibilité, ou bien la vision de Laurent Gbagbo, qu'ils ont adhéré au sein de ce parti, qui militent. Mais Laurent Gbagbo n'est pas seul. Mais ce parti a été formé avec lui et sa femme, plus d'autres personnes. Ces personnes ne sont plus là. Peut-être ces personnes se sont retirées de la politique, mais nous savons que Simone Gbagbo est là et Gbagbo lui-même en question, il est là. Donc, il y a 2 grandes personnalités qui sont là, qui normalement devraient gérer ce parti politique. Mais à notre surprise, à la surprise de la population ivoirienne, je prends toute la population ivoirienne, que tu sois RADP, PDCI, FPI, Pro-Soro, Pro-Blé Goudé, Pro-Société Civile, et quelle que soit ta religion, tout le monde est surpris de voir ces gens-là se clasher. Mais les gens, ils nous font croire que l'arrivée de Laurent Gbagbo, ça va apporter la paix. Mais écoutez, ne prenez pas les Ivoiriens pour des ignorants quand même. Au moins, si les autres partis politiques étaient démembrés, et qu'il y avait des clashs à leur sein, et qu'il n'y avait pas d'union au sein des autres partis politiques, et que c'était le FPI seul qui était uni, on allait dire, ah, bon, c'est un parti politique qui nous donne un bon exemple de réunification, de paix. Mais quand vous voyez les autres partis politiques en Côte d'Ivoire, vous constaterez que même au sein du PDCI, qui n'est pas trop ça, mais il y a l'union au sein du PDCI que le FPI. Le RADP, on n'en parle pas parce que le RADP est le leader de l'union en Côte d'Ivoire. Mais vous verrez au sein du RADP, c'est l'union, c'est l'harmonie, l'harmonie parfaite. C'est le bon exemple. Le RADP nous donne l'exemple de la cohésion des différents militants qui sont pour l'idéologie d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ils sont des militants sympathisants du RADP. Donc le RADP nous fait voir qu'est-ce que c'est que la paix au sein d'un parti politique. Et donc un parti politique qui n'est pas démembré, qui ne se centre-déchire pas, c'est un parti politique qui pourra réunir tous les Ivoiriens. Et c'est ce que le RADP fait. Avec le RADP, tous les Ivoiriens ils sont réunis aujourd'hui. Mais quand vous prenez un parti politique comme le FPI, ils n'arrivent même pas à s'entendre.
Et vous pensez que c'est avec tous les Ivoiriens qui ne sont même pas de même idéologie qu'ils pourront s'attendre. Vous pensez qu'ils peuvent réunir tous les Ivoiriens, chacun a sa mentalité en Côte d'Ivoire, chacun a son parti politique. Eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont de même parti politique, ils sont dans le même bord politique. Au sein d'un seul parti politique, ils ne s'attendent pas. Ils s'insultent. C'est insulte au truc, vraiment, les intimités des unes et des autres. Et puis ça se clash en désordre. Et ça, on dit non, si le leader vient, il peut réunir la Côte d'Ivoire. Mais le leader, avant de parler de réunification, avant de parler de paix au sein de notre pays, demandez à votre leader de faire d'abord la preuve au sein de son propre parti politique. S'il a été capable de réunir le pays qui est déchiré en ce moment, qui ne fait que s'insulter, qui ne sait même pas où il va, dites à votre Gbagbo, s'il a la capacité de réunir les Ivoiriens, qu'il commence d'abord par le FPI. Il va montrer l'exemple. Quand les Ivoiriens vont voir ça, ils vont dire, ah, mais le FPI était divisé. Les gens ne s'attendaient plus au sein du FPI. Mais avec l'arrivée de Gbagbo, ou bien la levée de certaines restrictions, sur lui, ça a permis au FPI d'être réuni. Donc avec ça, les Ivoiriens vont dire, ah, vraiment Gbagbo, c'est quelqu'un de paix. C'est un homme de paix. Et donc, une fois en Côte d'Ivoire, il ne peut pas amener la guerre. Mais lui-même, ils ont levé des restrictions. C'est là même encore, ça s'empire. C'est là encore, ça s'empire. Simone Gbagbo, elle veut maintenant créer son parti politique. Nanti Baba est de l'autre côté, Gbagbo, Afi est de l'autre côté. Les Assoir d'Oumanigans et Gbagbo lui-même, il est incapable. Un tel homme, vous voulez qu'il aille en Côte d'Ivoire pour apporter quoi? Il va apporter quoi? S'il n'arrive même pas à apporter quelque chose de positif à son propre parti politique, c'est aux Ivoiriens qu'il va apporter quelque chose. Voilà pourquoi je dis, ne mentez pas aux gens. Ne mentez pas aux gens parce qu'au sein de vos cœurs, il y a la haine. Il y a la haine. Vous pensez seulement à la guerre. Vous voulez faire la guerre en Côte d'Ivoire. Or, nous ne voulons plus la guerre. Vous ne pouvez pas nous manipuler en disant que l'arrivée de Laurent Gbagbo pourra apporter la paix. Non, l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça va déclencher une guerre. Je dis bien une guerre. En votre sein, il y a déjà une guerre. Mais que les gens ne voient pas à travers les armes, mais une guerre verbale. Vous vous clashez verbalement, vous vous agressez verbalement, et cette guerre est très intense. Ça dépasse l'entendement du peuple ivoirien. Alors, avec de tels comportements, vous allez nous imposer votre leader soi-disant homme de paix, qui est incapable d'apporter cette même paix pour laquelle vous nous fatiguez les tympans. Vous allez l'amener là-bas pour qu'il envoie la guerre. Non. Pour que vous soyez sincère envers le peuple ivoirien, demandez à Laurent Gbagbo de réunir d'abord le FPI. S'il a pu réunir le FPI, on va dire, ah, ok, bon, il est maintenant prêt à participer réellement à l'union au sein du peuple ivoirien. Mais tant qu'il n'y a pas de paix au FPI, tout ce que vous allez dire, vos tapages, on va s'en méfier et Gbagbo n'ira pas en Côte d'Ivoire. Tant que vous resterez dans les clashs et que vous voulez faire la guerre, vous voulez en découdre entre vous-même, imaginons, vous, entre militants, vous voulez faire la guerre. C'est avec un militant du RADP, vous n'allez pas faire la guerre. On est prudent, hein? On est maintenant prudent. On est très, très vigilant. C'est vous qui n'êtes pas vigilant. Sinon, les Ivoiriens, ils sont très vigilants. Donc, arrêtez vos tapages. Gbagbo, homme de paix, Gbagbo va apporter la paix. Mais Gbagbo va apporter la paix. Et devant lui, on insulte sa femme, Simone Gbagbo. Jusqu'on insulte même ses entrailles. Et puis, il ne parle pas. Il ne parle pas. Vous qui vous dites militant de Gbagbo, vous ne parlez pas. Vous clashez. Afi là-bas, Simone Gbagbo là-bas. Elle a qu'à aller créer son parti politique. C'est le seul parti politique qui est je peux dire même xénophobe. C'est un parti politique qui est xénophobe, qui est ethnocrate. Oui. Parce que quand on voit bien, vous avez écarté Afi, parce que tout simplement Afi est à Caen. Ah mais c'est ça, hein. Vous avez écarté Afi parce qu'il est à Caen. Donc vous l'avez chassé. Parce qu'il n'est pas bêté. Vous avez chassé. Vous voulez chasser Simone Gbagbo parce que tout simplement elle n'est pas femme bêtée. Elle est une femme abourée. Donc vous voulez la chasser. Mais je vais apprendre la politique aux membres du FPI. Pourquoi je dis les membres du FPI ne sont pas intelligents? Vous savez, au nom d'Afi, vous savez combien d'Akans qui ont adhéré au sein du FPI? À cause d'Afi, les Agnis et certains BT,
je dis certains bêtés, certains baoulés ont préféré suivre le FPI. Sinon, eux tous là, ils allaient, vous savez, vous connaissez les baoulés, hein, eux là, c'est vous fouez ou rien. Vous fouez, eux là, avec leur histoire de trucs, bédier, ils ne s'amusent pas. Ah oui, eux c'est PDCI. Mais si vous avez eu la chance d'avoir au sein du pays certains baoulés, certains amis, c'est à cause d'Afi. Parce qu'il vient aussi des AK. Ça, vous ne tenez pas compte de ça. En chassant Afi, mais vous le chassez avec ses militants. Vous le chassez avec un certain nombre de baoulés et d'amis. Voilà les calculs qui vous échappent. Mais je prends encore le cas de Simone Gbagbo. Vous la chassez. Vous êtes là à la chasser. Mais en chassant cette dame-là, vous la chassez avec les Apollos, avec les Abourés. Mais ces gens-là, ils ont adhéré au sein du pays, mais peut-être à cause de Simone Gbagbo. Et certains baoulés qui ont de l'affection pour Simone Gbagbo, qui ont décidé de suivre le pays. Mais en chassant Simone Gbagbo, mais vous les chassez. Vous chassez Simone Gbagbo et son ethnie, parce que vous connaissez bel et bien le pays. Hein. Quand tu es bêté, mais automatiquement les bêtés, ils se disent, ben c'est lui, on va soutenir parce qu'il est bêté. Ah mais c'est clair. C'est clair. Nous, en Afrique, on fonctionne par ethnie. Donc, quand quelqu'un il est au sein d'un mouvement qui t'appartient et qui vient d'une ethnie, mais à cause de lui là, son ethnie aussi vient rejoindre ton mouvement. Donc, quand vous chassez vos hauts cadres, vous les chassez avec vos ethnies, vous ne faites pas très attention. Vous voyez Afi seulement, mais derrière Afi, il y a un groupe. N'oubliez pas qu'Afi a fait 9%. Donc, quand vous le chassez là, lui, il prend ses 9%, il s'en va avec. Simone Gbagbo, elle fait combien? Est-ce que vous l'avez déjà pesé? Il y a déjà eu élection en Côte d'Ivoire pour que Simone Gbagbo aille aux élections pour voir si elle pèse 9% ou bien fait 15%. Vous n'avez même pas encore essayé. Vous voulez la chasser. Mais si elle faisait 15% et que vous l'écartez, mais elle s'en va et c'est 15% de voix. Donc, au sein du pays, là, il reste combien? Afi 9%. Vous dites 9, monsieur, 9% parce que pour vous, 9% ce n'est rien. Or, dans une élection, 1% là, c'est trop. 1%, c'est assez, c'est énorme. Jusqu'à 9%. Mais vous n'avez pas vu certains pays qui font des coalitions avec d'autres partis politiques qui ne valent même pas 5%. Mais si ces partis politiques arrivent à faire au moins 4%, ils signent des alliances avec eux parce qu'ils ont besoin de leurs 4% pour augmenter quand même leur voix. Donc vous avez la chance, vous avez eu quelqu'un qui fait 9%, mais il pèse. 9%, ce n'est pas petit. Mais les choses ont évolué. Peut-être aujourd'hui, il peut même atteindre au moins 10 à 11%. Vous dites pas être 9%, mais c'est 9%. Mais est-ce que ça, c'est un parti politique? Un parti politique, quand on le forme, c'est pour recruter des militants et non chasser des militants. C'est pour œuvrer, pour recruter des hauts cadres. Et ces gens-là, ils vont vous apporter des militants et non les chasser. Quand vous les chassez, c'est que vous n'êtes pas encore mûr dans la tête. Donc, Afi, chasser Simone Gbagbo. Vous la clashez, vous dites, elle n'a qu'à aller faire son parti, elle va partir, elle va prendre certains accords pour partir avec eux. Et Mamadou Koulibaly qui vient d'Azagué. Mais Azagué, c'est chez les Atiers. Mais à cause de Mamadou Koulibaly, il y a beaucoup d'Atiers qui supportent Gbagbo. Mais si, il a créé déjà son mouvement, son propre parti. Mais il s'en va à d'autres Atiers. Donc, votre soi-disant, genre popularité en Côte d'Ivoire, ben, vous détruisez ça vous-même là, vous détruisez ça sans prendre conscience. Vous détruisez ça sans faire attention, sans prendre conscience que Gbagbo là, soit disant qu'il était populaire, il n'est plus populaire comme ça, c'est dans des rêves. Parce que tout ce que vous chassez, ben, ils s'en vont avec leurs militants, ils s'en vont avec leurs ethnies. Il y a des gens, ils vous suivaient, c'est pas à cause de Gbagbo, parce que Gbagbo est mignon. Non, ils vous suivaient parce que au sein du pays, il y avait leurs ethnies qui étaient représentées là-bas. Donc, comme ils suivent des gens par ethnie, voilà pourquoi ils vous suivaient. Maintenant, si vous les chassez là, mais ils s'en vont avec leurs ethnies. Voilà vos bêtises. Donc, nous là, on va vous enseigner ce que c'est que la politique. On va vous enseigner ce que c'est que la politique. Et ce n'est pas encore fini. Ils vont continuer à chasser des gens. Ils vont dire traite. Pendant que les amis réunissent des gens pour recruter des militants, eux, ils chassent. Ils disent traite. Mais à un tel parti politique, vous allez nous dire encore que vous avez gagné l'élection. Écoutez, si ce n'est pas la guerre qui vous anime là, quittez dans ça. Si c'est moi là, ne posez même pas candidature parce que n'allez pas vous humilier aux élections. Nous, RADP, on est déjà en place. Nous, RADP, on a déjà œuvré, on est fort. Vous êtes démembrés.
N'allez pas poser candidature, vous allez perdre, vous allez vouloir faire croire aux gens que c'est vous qui avez gagné et créer le désordre au pays. On sait que vous allez perdre. Dès le premier tour même, nous on gagne. Donc vous allez perdre les élections. S'il vous plaît, la honte n'est pas bien. La honte. Vous dites l'Afrique entière vous regarde. N'allez pas poser candidature, vous allez avoir 10%. Ça sera une honte. Ça sera une honte. Votre Gbagbo, il avait perdu en 2010. S'il veut exposer sa pète, son échec de 2010, allez-y, portez un truc. Posez votre candidature, on va voir. Quand vous allez perdre, ne venez pas dire non, non, ceci, non. Là, le monde entier saura que Gbagbo avait réellement perdu parce que vous voulez voiler ça. Allez-y, posez candidature. On va vous battre dès le premier tour. Et on va vous exposer que c'est vous qui avez amené la guerre. Et que ce que vous avez fait comme tapage, propagande partout dans le monde en disant que non, c'était Ouattara, c'est du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Si c'est moi qui étais à votre place, on n'allait même pas poser candidature. Retirez votre candidature. Retirez ça, c'est tellement simple. Comme de l'eau à boire. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. Donc je pense que je suis clair. Comment Laurent Gbagbo, l'ignorance de Laurent Gbagbo a tué les Ivoiriens. On va maintenant venir sur ce volet-là. Je vous demande de partager le direct. Vous les militants du RADP et militantes du RADP, ne venez pas regarder et se retourner. Partagez. C'est en partageant que ça peut toucher un grand nombre de personnes. Ça va éduquer des gens parce que ce qu'on dit là, c'est très important. C'est très important et vers la fin, on va lancer un appel aux gens qui sont conscients de nos jours de rejoindre le RADP. C'est très important. Donc, écoutez, partagez le direct, partagez ça massivement. Taguez vos amis, ils vont venir suivre le direct. C'est important. Regardez l'ignorance de Laurent Gbagbo. Comment ça a permis aux Ivoiriens de s'entretuer. Laurent Gbagbo, quand je le vois, je vois quelqu'un qui n'était pas prêt politiquement. Il a 7 ans. Créé un parti politique. Il a été 7, un opposant à Oufoué. Mais pour présider, il n'était pas encore prêt. Il est devenu président sans que lui-même il ne le sache. Ça l'a surpris. Vous voyez, c'est tellement simple. Il y a des gens, ils chantent Oufoué, Oufoué. Mais Oufoué, là, il avait un caractère très dur. Pourquoi il a régné au sein de notre pays pendant longtemps? Et aucun pays aux environs n'a jamais pu créer une rébellion, n'a jamais pu renverser le pouvoir d'Oufoué. Vous pensez que Oufoué, il était comme un truc, un poulet mouillé? Non. Demandez à Laurent Gbagbo en 82, là, qu'est-ce qu'il avait fait fuir en Côte d'Ivoire quand il demandait asile en France, avant de revenir en 88. Gbagbo, là, il avait fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? D'autres diront que non, Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il n'a jamais voulu passer un coup d'État. C'est quelqu'un, aucun couteau ne l'a jamais effleuré les mains. Vous mentez. Laurent Gbagbo, il avait des idées de faire des coups d'État, mais il connaissait Oufoué. Il savait que s'il s'azardait sur ce terrain, c'était sa mort. Ah oui, Oufoué, il ne joue pas. Pour la sécurité du peuple ivoirien, il est prêt à n'importe quoi pour garantir la sécurité du peuple ivoirien. Donc Laurent Gbagbo, sachant cela, il ne pouvait pas s'azarder sur ce terrain pour dire coup d'État. Il sait, même quel que soit là où il va partir, où Foué va le pourchasser, il va lui faire la peau. C'est clair. Où tu vois que la vie de tes enfants est en jeu, tu ne joues plus. Hein? Tu vas voir un rebelle qui veut assassiner tes enfants. Et tu vas rester là négocier, caresser le rebelle. Mais tu l'élimines. C'est comme ça. Mais allez-y, là où on prend la démocratie, allez-y aux États-Unis. Il faut vouloir faire un coup d'État sur Trump. Il va savoir. Et puis toi, ils ne vont pas t'arrêter ou bien t'abattre. Tirez-vous quoi? Angleterre, va, tu vas vouloir renverser le premier ministre ou bien la reine. Ils vont savoir que tu prépares un coup d'État. Et puis ils vont te regarder, ils vont dire, hé, tu fais un coup d'État. Ils vont t'abattre. Ou bien ils vont te pendre. Et tu vas comprendre. Va en Arabie Saoudite. Tu vas vouloir renverser le roi Ben Salman. Et puis ils vont te fusiller à la place publique. Va en France. Où on dit démocratie, c'est le modèle français, non? Va vouloir préparer un coup d'État. Dans l'obscurité, ils vont te surprendre. Et tu vas voir la réaction du gouvernement français, de la manière ils vont te faire. S'ils t'ont caressé ou bien ils t'ont donné du lait pour dire qu'il faut boire, que c'est bien, ils vont te montrer. Et c'est ce même comportement que Oufoué avait.
C'est un homme démocrate. Il a dit non, il n'y a jamais... Oufou aimait les Ivoiriens. Mais en même temps, il aimait les Ivoiriens. Mais certains groupes d'Ivoiriens, il le détestaient. Pourquoi? Ceux qui avaient l'idéologie de tuer leurs autres frères ivoiriens, ils ne jouaient pas avec eux. Ils les mataient parce qu'ils savaient que c'était ces grains qui allaient faire pourrir les autres grains. Donc, il fallait neutraliser les grains pourris. Voilà pourquoi Krabbe Nyabé, il a subi. Parce que Krabbe Nyabé, il envoyait un esprit de rebelle en Côte d'Ivoire. Oufoué, se souciant de la vie et de l'avenir de la Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas le permettre. Il fallait neutraliser tous ceux, je dis bien tous ceux, qui complotaient pour mettre la Côte d'Ivoire à sang et en destruction totale. Il fallait les éliminer. Il les a neutralisés. C'est ça on dit un chef d'État. Mais quand il a donné cette leçon de morale à tous les Ivoiriens, pour dire quiconque va s'azader à vouloir faire coup d'État, voici ce qui est arrivé à Krabbe là. C'est ce qu'il attend. Vous les avez vus faire encore coup d'État? Non. C'est Gbagbo qui faisait ces bruits. Oufou a éternué son nom à Gbagbo, il a fui. Il est venu à Paris. Il dit, Paris, donnez-moi asile. Il dit ça, c'est un échantillon. Si tu t'azades à vouloir faire coup d'État, tu sais, même dans ton Paris, là, tu ne pourras pas te cacher. C'est ça, on dit un homme fort. Voilà pourquoi il a garanti son pouvoir. Il a garanti la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il a fait développer la Côte d'Ivoire plus que les autres pays. Et il a fait asseoir son pouvoir. Il a régné jusqu'à ce qu'il meure. C'est son Dieu vrai dirigeant. Mais toi, Laurent Gbagbo, tu viens au pouvoir. En 2000, on t'annonce, on dit il y a rebelle au Burkina. Mais il y avait plusieurs options. Je vais citer les deux options. Gbagbo pouvait piéger Blaise Compaoré. Je dis bien, il pouvait piéger Blaise Compaoré pour arrêter Soro et IB. Et s'il réussissait à arrêter Soro et IB, la rébellion mourrait. Parce que c'était les deux cerveaux qui pilotaient la rébellion. IB était le chef militaire le plus éduqué qui pouvait faire des plans de rebelles et déstabiliser, frapper. IB était le stratège. C'est lui qui a formé Soro et Soro a pris la relève. Il fallait arrêter IB et Soro et la rébellion mourait dans son œuf. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo devrait faire? Il a été très ignorant. Il a permis à la rébellion de terroriser et d'assassiner tout un peuple. De faire reculer la Côte d'Ivoire d'au moins 50 ans en arrière. C'est Gbagbo qui a fait ça. Mais Blaise Compaoré lui avait demandé de naturaliser certains Burkinabés. Mais en même temps, il lui a fait comprendre qu'il y avait des Ivoiriens qui faisaient une rébellion. Donc Laurent Gbagbo était informé de la rébellion qui se préparait au Burkina. Alors la première option, c'était de jouer le jeu de Blaise Compaoré. C'était de faire semblant de naturaliser les Burkinabés tout en mettant un petit numéro sur leur pièce nationale d'identité pour au moins 5 ans et leur arracher ces pièces nationales d'identité. Hein? Ça veut dire leur arracher cette nationalité. Mais c'était une manière de piéger Blaise Compaoré pour dire non, on est là naturaliser les Burkinabés. Donc si on commence, livre-nous les rebelles. Tous. Si tu ne veux pas les livrer, alors on ne va pas naturaliser les Burkinabés. Et donc, Blaise Compaoré, il allait être heureux. Et il allait blaguer encore Blaise Compaoré quand il veut. Il allait le blaguer pour dire, bon, quand tu veux un port, tu veux aussi faire partie des propriétaires, de l'un des propriétaires du port d'Abidjan, il n'y a pas de souci. On signe un contrat. Tu signes un contrat sur un papier. Blaise Compaoré, il allait être heureux. Il va dire, pour la première fois dans l'histoire du Burkina, il n'y a que Gbagbo qui permet au Burkina d'avoir directement accès au port d'Abidjan sans payer une petite tasse. Mais toi, Laurent Gbagbo, ce qui allait se cacher derrière ta tête, c'était de récupérer les rebelles ivoiriens qui étaient sur le territoire burkinabé. Et il fallait dire à Blaise Compaoré de tout faire à ce que tous ces rebelles dans leur ensemble, ils soient livrés à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas, ils vont s'échapper. Et il ne faudrait pas qu'un s'échappe. S'il faisait ça, Blaise Compaoré étant heureux, mais toutes les conditions qu'il avait demandées à la Côte d'Ivoire, Gbagbo allait remplir ça. Mais c'était un piège. Il remplissait ça. Et après, Blaise Compaoré lui livrait tous ces rebelles. Une fois que les rebelles livrés en Côte d'Ivoire, il les arrête, il les fout en taule et il dit à Blaise, écoute, j'ai signé mais je ne vais pas respecter le contrat parce que je ne peux pas vendre la Côte d'Ivoire. Blaise allait s'énerver et puis c'est tout. Ça allait partir où? La Côte d'Ivoire a plus d'argent, la Côte d'Ivoire est plus développée. Ça n'allait pas aller nulle part. Ça, c'est un premier... Comme il dit les boulangers,
C'est là, il devrait rouler Blaise Compaoré dans la farine. C'est là qu'on l'attendait. Au nom de la sécurité du peuple ivoirien, il devrait rouler Blaise Compaoré dans la farine afin de mettre la main sur tous les rebelles qui résidaient au Burkina. Il ne l'a pas fait. Il se jouait trop les dangereux, ou bien il était très ignorant. Il était très ignorant. Deuxième option. Parce que les membres du pays, quand on leur parle, ils pensent que Laurent Gbagbo, c'est un messie. Deuxième option. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une très grande popularité burkinabé. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, la majeure partie détestent Blaise Compaoré. Donc Blaise Compaoré, il savait qu'à n'importe quel moment, une rébellion pouvait quitter sur le territoire ivoirien pour frapper le Burkina. Donc Laurent Gbagbo, ayant écho d'une rébellion résidant sur le territoire burkinabé, il devrait aussi mettre la pression sur l'État burkinabé en avoir un message clair à Blaise Compaoré pour dire si les rebelles qui sont au Burkina, tu ne livres pas ces rebelles à la nation ivoirienne pour qu'ils soient jugés et punis, alors Blaise, les Burkinabés qui sont chez moi, qui sont en Côte d'Ivoire, tu risques de les retrouver un bon matin au sein de ta capitale. C'est une menace voilée. Et Laurent Gbagbo pouvait lancer un appel pour dire force spéciale. Et comme les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont un président quand même. Il fait appel au président des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et il lui demande de recruter les jeunes Burkinabés résidant sur le territoire ivoirien pour les former militairement. On leur donne une formation militaire et il crée une base militaire entre le Burkina et la Côte d'Ivoire au nord là-bas. Et il envoie ces Burkinabés, il les arme. Et donc, ils sont maintenant à côté de la frontière burkinabé. Et il dit à Blaise Compaoré, si tu ne me livres pas les rebelles, alors je vais les laisser. Et ils vont attaquer ton pays. En ce moment, je ne suis plus là-dedans. Donc, Blaise Compaoré, ayant peur de ça, ayant peur de perdre son pouvoir, il allait rentrer en négociation avec la Côte d'Ivoire. Parce que de la manière, il savait qu'il y avait des rebelles ivoiriens qui se préparaient sur son territoire. En Côte d'Ivoire aussi, il y avait aussi des Burkinabés pro-Sankara qui était prêt à en découdre avec lui. Et quand c'est comme ça, là, le Burkina allait rentrer en négociation. Et dans cette histoire de négociation, Laurent Gbagbo allait lui demander tout simplement, livre-moi les rebelles ivoiriens. Et que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vais les désarmer et ils ne pourront plus rien faire. Je vais renforcer la frontière ivoirienne, ivoiro-burkinabé. Et Blaise Compaoré, automatiquement, il était désarmé. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, quel pays qui doit négocier avec quel pays? C'est le Burkina qui doit rentrer en négociation avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire de baisser la culotte devant le Burkina. Mais Laurent Gbagbo a humilié la Côte d'Ivoire en s'agenouillant devant le Burkina, en baissant la culotte devant l'État burkinabé. Ça a été une humiliation totale de la part des Ivoiriens. C'est Laurent Gbagbo. Parce que quand tu es incompétent, c'est comme ça. Tu ridiculises ton État, ta nation. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, qui des deux a l'argent? Ce n'est pas une façon de dénigrer le Burkina, mais c'est une manière de dire aux membres du pays que la Côte d'Ivoire est 1000 fois riche. Nous avons 40% au sein de la CEDEAO. C'est nous qui propulsons la monnaie, le franc CFA sans la Côte d'Ivoire, mais cette monnaie est bousillée. Mais sachant bel et bien cela, pourquoi baisser la culotte devant un État dont notre nation est très riche? On baisse la culotte devant cet État. Voilà le problème. Et les membres du pays n'ont pas compris cela. Si la menace était aussi réciproque, venant de la part de la Côte d'Ivoire envers le Burkina allait rentrer en négociation parce que Blaise Compaoré n'était pas prêt à perdre son pouvoir. Et il allait négocier. Mais il ne l'a pas fait. Et il a laissé la rébellion pénétrer en Côte d'Ivoire, frapper les Ivoiriens, massacrer les Ivoiriens, terroriser les Ivoiriens, violer, éventrer et des charniers par-ci par-là. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Jean-Laurent Gbagbo est un expert en réconciliation. Il est un expert en sécurité, n'importe quoi. Laurent Gbagbo a gouverné le pays pendant longtemps. Il n'y a jamais eu de réconciliation. Parce qu'il est nul en réconciliation. Autant de Laurent Gbagbo, mais toujours c'était les coups de trucs de Kalachnikov qui nous embrouaient les tympans. On était tétanisés, terrorisés. On allait partir où? Nulle part. Ceux-là qui soutiennent Laurent Gbagbo, ils sont morts. Beaucoup ont perdu leur famille. Mais toi, si tu es conscient, normalement, il ne faut pas suivre Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo a été à la base de la mort de tes proches.
Bien vrai, ce sont les rebelles qui les ont tués. Mais c'est parce que ton Laurent Gbagbo a été ignorant que tes proches sont morts. C'est parce que Blé Goudé a lancé un appel. Tes proches faisaient confiance à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé ont cru que Gbagbo et Blé Goudé allaient les protéger dans les rues. Ils sont sortis et ils ont été massacrés. En retour, Gbagbo n'a pas fait la justice. Donc Laurent Gbagbo est le maître de ton frère. Laurent Gbagbo est le maître de ta soeur. Laurent Gbagbo, non, je dis truc, est le maîtrier plutôt. Est le maîtrier de ton frère, est le maîtrier de ta soeur, est le maîtrier de ta mère. Tu cherches ça ailleurs, pourquoi? Est-ce qu'Alassane t'a une fois demandé de sortir dans les rues? Alassane t'a une fois demandé d'aller militer avec les mains nues? Alassane t'a une fois lancé un message pour dire, mais si tu es là manger, si tu es là faire l'amour, quitte-la, viens, l'heure est grave. Est-ce qu'il t'a déjà appelé? Alassane ne t'a pas appelé. Mais qui t'avait lancé cet appel? Qui t'avait demandé de quitter ton domicile pour sortir? Mais si tu envoies quelqu'un en mission, il faut lui donner les moyens de sa mission. Mais si tu ne lui donnes pas les moyens, et puis il y a un malheur, mais tu es le responsable. Laurent Gbagbo vous envoie en mission, Charles Blé Goudé vous envoie en mission. En retour, ils ne vous ont pas protégé. Vous êtes mort et vous vous apprenez au RADP. Soyez honnête envers vous-même. Soyez cohérent envers vous-même. Soyez honnête, mes frères. Ne dénigrez pas le RADP parce qu'il faut le dénigrer. Ne n'haïssez pas Alassane parce qu'il faut l'haïr. Tout ce qu'ils ont mis dans vos têtes, c'est de la propagande, c'est de la désinformation. Quand ils disent que le RADP vous a tué, mais posez aussi leurs questions. Posez-leur des questions plutôt. Posez-leur des questions. Mais quelle a été votre part de responsabilité? Si nous sommes morts, on sortait pour qui? Et pourquoi faire? Qui nous lançait des mots d'ordre? On a exécuté les mots d'ordre de qui? Et quand on nous tuait là, ceux qui nous demandaient de sortir là, ils étaient où? Pourquoi ne nous ont-ils pas protégés? Voici des questions qu'il faut se poser. Mais jusqu'à présent, personne ne se pose ces questions. Et vous êtes là. Vous êtes dans le fanatisme. Vous êtes mort cadeau. Pendant ce temps, leurs propres parents ont été bien sécurisés. Eux, leurs propres enfants ne sont pas sortis pour aller se faire tirer là-dessus. Leurs propres enfants étaient bien cachés. Leurs propres enfants sont hors du pays. Ils ont des diplômes. Pendant que vous, ils vous blaguaient dans les rues d'Abidjan, dans les rues des différentes villes ivoiriennes, dans les différents villages de la Côte d'Ivoire. Ils vous blaguaient d'aller faire confrontation avec les rebelles de Guillaume Soro qui vous arrosaient avec des balles chaudes. Pendant ce temps, les enfants de Gbagbo étaient ailleurs, en train de fréquenter. En train de fréquenter. La famille de Blé Goudé était ailleurs, en train de fréquenter. Les ministres de Gbagbo, ils avaient envoyé leurs enfants ailleurs, en train d'obtenir des grands diplômes. Pendant ce temps, ils poussaient vos enfants à aller se faire assassiner. Et dans ça, vous voulez les blanchir. Vous voulez accuser d'autres. Mes frères, ouvrez vos yeux. Mes frères, quittez dans le fanatisme. Alassane ne vous a pas tué. À ce que je sache, Alassane n'a jamais lancé un mot d'ordre en vous demandant de sortir. Lui qui a lancé le mot d'ordre, c'est Blé Goudé. Et qui l'avait envoyé, il faisait ça au nom de Gbagbo. Il lançait des mots d'ordre. Toi qui sais que ton enfant est mort dans les rues de la Côte d'Ivoire, apprends-toi à Laurent Gbagbo. Quitte le FPI immédiatement. Si ton enfant a été tué dans les rues, parce qu'il était parti à une manifestation, dans le but de défendre, soi-disant, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, mot d'ordre lancé par, soi-disant, le général, entre griffes, Blé Goudé, et que ton enfant aurait gagné la mort, ton père aurait été assassiné là-bas. Mon frère, ton maîtrier, c'est Gbagbo. Ton maîtrier, c'est Blé Goudé, ce n'est pas Alassane. Si tu étais resté chez toi, tranquillement, tu n'allais pas mourir. Il y a une armée pour défendre ces gens de cause. On enrôle les gens à devenir militaires. On paye les armes pour défendre un président. L'armée est là pour défendre le président. Ce n'est pas le peuple. Lorsque le peuple est là, sachant bel et bien que ce peuple n'est pas armé, et tu appelles le peuple en laissant l'armée, en demandant au peuple d'aller
fait confrontation avec des gens qui sont armés, et que ces gens en retour, ils vous tirent là-dessus, qui est le bourreau? C'est Laurent Gbagbo et Blé Goudé qui ont été inconscients. Ils savaient que là où ils vous envoyaient, c'était miné. Le terrain était glissant. Et qu'en face, l'armée soi-disant française qui vous tirait là-dessus, mais ils savaient que ces soldats-là, c'était des soldats. Pourquoi prendre des civils pour les mettre face à des soldats? Tu as déjà vu caoutchouc couper fer? Mais c'est fer qui coupe au fer. Pour aiguiser une machette, il faut aussi prendre un fer pour aiguiser un autre fer. C'est clair. Donc, pour combattre un soldat qui est armé, il faut aussi prendre un autre soldat qui est armé. Quand la population fait une manifestation, là, tu peux prendre d'autres pour s'interposer, pour éviter que les autres ils aillent très loin. Là, on peut comprendre. Mais tu vois une armée, tu demandes au peuple de chasser l'armée. Depuis quand? C'est que tu veux un génocide. Et c'est ce que Laurent Gbagbo vous a donné. Les interventions vont commencer, je pense que fin de ce mois, parce que je vais professionnaliser la chaîne. Je vais faire autrement. Vous ferez des débats avec moi. Vous ferez des débats avec moi quand ça va commencer. En tout cas, ne soyez pas inquiets. On va professionnaliser. On va faire quelque chose de professionnel. Et les gens, ils vont tricher sur nous. Ils vont aussi prendre exemple sur nous. Ils vont faire chez eux. Et ça sera salutaire. Donc, j'appelle tous ceux qui aujourd'hui pensent toujours que Alassane est leur bourreau, qui pensent toujours que le RADP serait à la base de la mort de leurs parents, de leurs enfants. Enlevez ça dans vos têtes. Ça a été une manipulation pure. Je dis bien ça a été une manipulation. Alassane n'y est pas. Il n'y est pas impliqué. Loin de là. Loin de là. Lui qui vous a tué, c'est Gbagbo. L'armée ivoirienne était là. S'il voyait que les soldats français devenaient menaçants, il fallait prendre l'armée ivoirienne pour s'interposer. Mais quand tu as déjà fait la première expérience, je prends le cas de 2004. Quand le peuple était sorti, il savait que l'armée française avait tiré sur le peuple, non? N'est-ce pas? Est-ce que cela ne lui avait pas donné de leçon? En 2010 encore, il vous appelle de sortir pour affronter encore cette même armée. Mais si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Puisque ton peuple a déjà vécu ça en 2004, ce même peuple a été abattu et tout. Mais quelle démarche votre Laurent Gbagbo a fait? Ça veut dire qu'il vous envoie dans les rues, vous vous faites massacrer en retour, il n'ouvre même pas les dossiers pour faire des enquêtes et voir quels étaient les soldats français qui étaient impliqués dans la mort du peuple ivoirien. Afin de leur lancer un mandat d'arrêt et coopérer avec la France dans le but d'arrêter ces soldats parce qu'ils auraient commis des crimes contre l'humanité. Il ne l'a pas fait, il a fermé les dossiers. Aujourd'hui, vous êtes étonnés si on dit que Gbagbo a tué. Il a tué parce que, tout simplement, s'il avait ouvert des dossiers là, pour dire et prendre la communauté internationale en témoin pour dire les soldats français ont tué et qu'il y a une plainte qui aurait été posée contre eux, aujourd'hui, là, ils n'allaient pas dire c'est Gbagbo qui avait tué tout cela. Ils allaient dire aussi que la France a tué. Et qu'il y avait des preuves qui attestent que la France avait buté la population ivoirienne. Quand on dit Laurent Gbagbo a tué, là, ils allaient avoir des arguments pour dire la France les avait butés et il y avait une plainte. Ils allaient faire sortir cette plainte-là. Gbagbo ne l'a jamais fait. Ça veut dire, il vous poussait dans les mains de la France pour que la France vous exécute. Et en retour, il étouffe les dossiers. Et puis, il s'en fout de vous. Et il vient, il vous manipule pour dire c'est Ouattara qui vous a tué. Soyons quand même intelligents. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je pense que l'intelligence d'avant n'est plus comme celle d'aujourd'hui. Parce que celle d'aujourd'hui, elle a émergé, elle a pris un autre volume. Elle a pris une autre hauteur. Donc, en tant que des humains, réfléchissons un tout petit peu. Et sachons bel et bien que tout ce qui était arrivé au peuple ivoirien, ça a été la cause de Gbagbo et ses ministres. C'est ce que je tiens à vous dire aujourd'hui. Quittez dans les émotions, rejoignons le RADP. Ensemble, nous allons mener la lutte. Ensemble, nous allons faire développer la Côte d'Ivoire.
Écoutez, nous ne sommes pas dans un jeu, je vais mouiller ma gorge et je reviens. Écoutez, nous sommes sur un terrain où il y a la concurrence en Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus de la plaisanterie. Il y a une concurrence. Il ne faudrait pas que dans cette concurrence, elle soit déloyale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on soit à la hauteur. On soit au sommet. Ce parcours qu'on mène, on doit être à la tête. Prenez le cas du Sénégal, ils sont là construits. Je dis, le gouvernement sénégalais est en train de construire un quartier, une ville à part entière. Des maisons sortent de la terre au Sénégal. Des entreprises poussent. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on veut encore faire la guerre. On veut encore faire reculer notre nation. Mais l'effort que Alassane a déployé, mais c'est vous qui vous plaignez. Pour dire la Côte d'Ivoire est surendettée. Mais si on fait encore guerre, et puis l'argent est volé, lui qui va encore venir, il va encore prendre dette. Donc, on va se surendetter. Et vers la fin, là, on va pleurer. Ah oui, parce que quand il y a la guerre, il y a des gens qui pillent. Hein. Il y a des profiteurs, il y a des petits voyous qui vont profiter, ils vont piller les banques, comme les Diom Soro qui ont passé leur temps à casser les banques en Côte d'Ivoire, qui ont pillé et tout. Mais il y aura encore des Diom Soro encore qui vont piller et ramener la Côte d'Ivoire en arrière. Et donc, pour remettre la Côte d'Ivoire sur pied, il faudrait que la Côte d'Ivoire aille encore prêter de l'argent. Et donc, vous voyez que la dette va s'enfler, va augmenter. Et c'est nous qui allons encaisser. Et on se plaint en disant que non, le peuple souffre, mais le peuple aussi a sa part de responsabilité dans cette histoire. Parce qu'un homme comme Soro ne peut pas faire la guerre seul. Si nous, population ivoirienne, on se laisse manipuler, et qu'on détruit notre pays, et après on pleure pour dire non, il n'y a pas de travail. Mais quand on prend les armes pour aller faire la guerre, on doit comprendre que c'est qu'on est là détruit là. Demain là, on aura besoin de ça pour avoir du travail. Maintenant, quand on détruit, on pense en quoi? Tu détruis et après tu pleures. Tu dis il n'y a pas de boulot. Sachez bel et bien que la Côte d'Ivoire a été détruite entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Et donc Alassane est venu là. Il est là mettre ça sur pied. Donc attendez, vous vous plaignez pour dire non, il n'y a pas de travail. Mais pour qu'il y ait du boulot, il faudrait qu'Alassane au moins, le RADP fasse au moins 15 ans à 20 ans. Tout le monde va travailler. C'est des années, sinon que c'est 9 ans que le RADP a fait. Le RADP était là à remettre la Côte d'Ivoire sur pied. Tout ce qui avait été détruit, il fallait le reconstruire. Il fallait faire des routes. Maintenant, ce mandat-là, je dis bien ce mandat-là, c'est un mandat qui permettra au RADP de faire une vraie politique sociale. Puisque auparavant, vous êtes plein pour dire on ne mange pas goudron, on a faim. Le RADP a attendu vos pleurs. Le RADP a attendu vos cris. Donc cette fois-ci, ça sera une politique sociale. Le RADP sera proche du peuple pour mener des actions. Même, écoutez, il y aura d'autres choses qui vont arriver en Côte d'Ivoire que les autres pays n'ont jamais connu. Je parle des pays africains, bien sûr, n'ont jamais connu. Pour la première fois, ça va venir, mais le moment opportun, on va vous le dire. C'est très important. Ne dénigrez pas le RADP. Le RADP, Dieu passe par le RADP pour sauver la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous partez à l'église, mes frères. Vous partez à l'église. Mais on vous dit quoi? Dans la Bible, c'est écrit que Dieu est à la base de tout. Rien n'est fait sans la volonté. On dit, rien ne peut se faire sans la volonté. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Rien ne peut arriver, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc toi, tu crois que tu es chrétien. Tu penses que tu es chrétien. Et tu vas contre la volonté de Dieu. Mais si Alassane est là, c'est la volonté de Dieu. Parce que Alassane ne pouvait pas devenir président. Si Dieu n'était pas d'accord, si ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc toi qui combats Alassane, tu combats la volonté de Dieu. Vous devez comprendre. C'est une question de volonté. Est-ce qu'Alassane, il connaît le destin? Est-ce qu'il connaît l'avenir? Est-ce que c'est lui qui définit le temps? Est-ce que c'est lui qui définit ce qu'il attend? C'est Dieu qui est le maître du temps. C'est le Dieu qui est le maître du destin de chaque être humain. Ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Si la Côte d'Ivoire a à sa tête aujourd'hui Alassane Ouattara,
C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas Satan. C'est que d'autres, ils font croire que non, Alassane Ouattara, c'est un démon. Depuis quand Satan trace l'avenir des humains sur terre? Ce n'est pas Satan. Depuis quand Satan maîtrise le temps? C'est Dieu qui est le maître du temps. C'est Dieu qui est le maître du destin de chaque être mis sur cette terre. C'est Dieu qui permet le malheur. On dit, il permet. Dieu permet parfois le malheur et le bonheur. C'est sa volonté. Aujourd'hui, on a eu le bonheur. Et vous criez parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous partez contre la volonté de Dieu. Vous partez contre le choix de Dieu. Et en retour, vous voulez une bénédiction de Dieu. Votre propre maître, votre créateur. Le créateur des cieux et la terre. Vous partez contre sa volonté. Lui, il fait un choix et puis vous combattez ça. Si tu n'es pas un démon, tu ne peux pas combattre le choix de ton créateur, de ton maître. Lui que tu adores, tu vénères. Tu loues matin, midi, soir. Tu combats celui. Mais attendez, mais ça c'est un péché. Combattre Alassane, c'est comme si tu commettais un grand péché. C'est de renier ton maître, c'est de renier ton Dieu. C'est Dieu qui est fort. Dieu a mis Alassane pour qu'il dirige la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo est quitté, c'est la volonté de Dieu. Dieu savait qu'il ne valait rien. Pour l'enlever, il fallait qu'il quitte. Voilà pourquoi il est quitté. Et vous vous plaignez. Gbagbo, même si c'est lui qui traçait son destin, est-ce qu'il savait qu'il y avait la guerre qui l'attendait? Il allait l'éviter, non? Puisque ce n'est pas la volonté de Gbagbo lui-même. C'est Dieu qui impose. Qu'ils veulent ou pas, c'est Dieu qui impose. On lui a dit, Gbagbo sort, quitte là. Il ne voulait pas parce que il fallait qu'il quitte là par la guerre. Voilà pourquoi il est quitté. Vous avez dit non, guerre. Mais quelqu'un à qui on dit, il faut quitter, tu as perdu, il ne veut pas. On négocie, il ne veut pas. On fait comment? On fait comment? Mais c'est Dieu qui l'a rendu têtu. Pour qu'il soit têtu, afin que la guerre la sagisse. Il est devenu maintenant sage. Depuis qu'il a fait la CPI là, il a quitté. Vous le voyez encore crier. Dieu lui a permis de devenir un peu sage. Il a commencé à s'assagir. C'est ça Dieu. C'est-à-dire, quand on te dit des trucs, on dit, les conseils ne conseillent pas, mais les conséquences en conseillent. Mais s'il n'y avait pas eu cette guerre-là, Gbagbo n'allait pas comprendre. Mais il a fallu des conséquences pour qu'il comprenne la vie. Mais c'est Dieu qui l'a obligé à être têtu. C'est Dieu qui a poussé Gbagbo à être comme ça, à se comporter comme ça, afin que la guerre frappe ce pays et que lui qui était au sommet de ce pays, ça s'agisse. Mais il est devenu sage. Ah, vous ne voyez pas encore Blé Goudé? Il dit qu'il n'est plus le même qu'il était lorsqu'il portait son petit képi pour faire des meetings. C'est Dieu qui a permis à ce qu'il devienne sage. Peut-être un jour aussi il veut diriger. Mais il fallait qu'il devienne sage. On ne peut pas avoir des gens qui sont au pouvoir et qui se comportent comme des opposants. Et avec ça, on va espérer avoir un pays développé, une nation développée. Mais vous rêvez où quoi? La Côte d'Ivoire est un pays choisi de Dieu. Dieu ne peut pas. Parce que s'il ne les mettait pas, les Ivoiriens allaient dire Gbagbo est le meilleur, il est le plus compétent. Dieu a permis à ce que ce dernier arrive au pouvoir. Dieu a permis à ce que Blé Goudé, les gens découvrent le talent de Blé Goudé et voyons quel comportement il avait. Donc Dieu a permis à ce que ces gens-là, ils règnent un bon moment. Il a montré leur vrai visage. Ils ont compris que non, c'était des nullards, qui ne valaient rien et qu'ils n'étaient pas encore prêts. Donc il fallait les faire grandir pour éviter autre chose, pour permettre aux gens de comprendre qui ils étaient. Dieu a tout fait, il les a mis au pouvoir. Après le pouvoir, je dis bien après le pouvoir, ils ont perdu, ils n'ont pas voulu quitter. Dieu a dit, il a envoyé, Dieu est passé par des négociateurs, des experts, hein, et tout, des médiateurs. Gbagbo dit, mais quand le malheur veut te frapper, Dieu veut te faire subir quelque chose, il veut te faire changer là. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu pas, tu n'attends pas. Tu boucles ici, tu boucles ici. Tu dis, c'est moi, c'est moi. Mais et quand le malheur te frappe, tu dis, si je savais. C'est ça, on dit, si je savais, n'a pas de queue. Quand ça l'a frappé, il a compris que, est-ce qu'il n'est pas devenu... Simone Gbagbo qui était dure là, quand elle est sortie, elle n'est pas devenue chrétienne. Elle n'est pas devenue chrétienne. C'est pas elle qui court dans les églises. Elle rend témoignage, elle parle, alléluia, alléluia. C'est Dieu qui a permis que cela arrive.
Parce qu'elle n'était pas croyante. Tout ce qu'elle faisait, c'était du mensonge. Il fallait que Dieu frappe leur pouvoir pour qu'ils se convertissent réellement. Sinon, c'était des vrais démons. Votre Gbagbo, Simon Gbagbo, les Brégoudés, c'était des vrais démons en personne. Dieu les a cassés. Dieu a diminué leurs égos. Dieu leur a montré qu'ils ne sont rien dans ce pays. Ils ne pouvaient rien. Et que c'est lui, Dieu, qui décidait le destin de chaque être humain. Il les a frappés à travers une guerre. Aujourd'hui, ils sont devenus trucs droits. Brégoudés, quand les graves, les scènes nourritures, il parle encore de ça. Il dit non, je ne veux pas la guerre. Aujourd'hui, il est devenu sage. On espère que ça va continuer comme ça. Ça va encore continuer comme ça. Il va toujours rester dans la sagesse. Babo, il fait truc. Simon Babo a changé maintenant. C'est ce que les gars ne veulent pas. Et puis il insulte au matin, midi, pourquoi elle est devenue morte. C'est Dieu qui l'a changé. Et ils pensent qu'il faut faire la brutalité. Non, c'est Dieu qui les change. Ils n'ont qu'à devenir sages. S'ils sont maintenant sages et que Dieu a fini son travail, il pourra leur permettre, il pourra aussi adoucir le cœur d'Alassane Ouattara et les membres du RADP, afin qu'ils acceptent qu'ils viennent. C'est Dieu qui trace, c'est Dieu qui décide. Tant que Dieu dit, Ouattara, faut pas, ils ne vont pas rentrer. Vous allez faire beau vos tapages là, ils ne vont pas rentrer. Pour rentrer là, c'est à Dieu qu'appartient le temps. C'est Dieu maintenant qui va toucher le cœur d'Alassane. Si vous voulez insulter, si Dieu touche le cœur d'Alassane aujourd'hui et puis il dit il n'a pas rentré, il va rentrer. Si Dieu dit Ouattara, faut pas, ils vont rentrer. Ils ne vont pas rentrer. C'est clair. Et vous êtes là, vous agitez, quittez dans ça, quittez dans ça. Qui combat Alassane, il combat la volonté de Dieu. Je pense que je suis clair sur ce fait. Maintenant, Soro Diom, écoutez, il négocie avec Alassane. C'est bien. Vous savez, nous sommes dans une période électorale. Ce n'est pas le moment de chasser des... Moi, à tout cas, je ne milite pas pour que le RADP chasse des militants ou des gens capables d'apporter un plus au RADP. Voilà pourquoi des gens qui ont commencé à négocier un dosso 15e étage, j'ai dit, bien sûr, c'est bravo, en une bosse. Je dis, c'est un bon acte, c'est une bonne voie. Négocier, ce n'est pas le moment de laisser des militants fuir, aller dans d'autres trucs. Non, c'est le moment de recruter des militants, de recruter des gens, c'est le moment. Il faut les recruter massivement. Ce n'est pas le moment de leur dire, allez-y, on s'en fout de toi. Non, non. On sait qu'on est nombreux, mais on ne sait jamais. Il faut toujours recruter. On doit recruter toujours. On est nombreux, mais on doit recruter pour montrer aux yeux du monde entier que chez nous, là, quand on va aux élections, là, si on n'a rien eu là, c'est 60%. C'est clair. Hein? Si le RADP est tombé bas, c'est 60%. Mais si on veut frapper, c'est 80% dans le pays, là. Donc, on doit recruter massivement. On ne veut pas être dans 50% pour leur faire croire qu'on est sur la même longueur d'onde. Non, on doit frapper si on n'a rien fait. Et si on a échoué du tout là, c'est 60% pour leur montrer que non. Malgré le peu d'efforts qu'on a déployé sur le terrain, on a eu 60%. Si on déployait assez d'efforts, ça allait faire les 80%. C'est pour leur montrer. Donc, en ce moment, il faut négocier avec tout le monde. Il faut recruter des gens. Ceux qui veulent rentrer au sein du FPI, au sein du RADP. Mais au sein du FPI, recrutez-les. Recrutez les membres du FPI. Je pense que les militants du FPI, je lance un message. Vous qui êtes au sein du FPI, vous avez honte, vous avez peur. Soit disant, si vous changez pour rentrer au sein du RADP, des gens vont dire, vous êtes des traîtres, ils vont vous insulter. Écoutez, je tiens à être clair avec vous. Ce n'est pas le FPI là qui paye, qui a payé vos études. Quand vos parents vous ont mis à l'école, ce n'est pas le FPI qui a payé vos études. Ça, c'est un. Ce n'est pas le FPI qui paye vos factures à la maison. Ça, c'est deux. Ce n'est pas le FPI qui vous nourrit à la maison. Ça, c'est trois. Ce n'est pas le FPI qui entretient vos familles. Ça, c'est quatre. Mon frère, ma soeur, que tu sois du FPI ou du PDCI, c'est le moment. Sors de là, rejoins le RADP. Rejoins le RADP, quelles que soient les injures que tu vas subir. Dis-leur que tu es libre d'aller où tu veux. Tu es libre d'aller où tu veux. Tu as milité au sein du FPI. Tout ce que tu as eu, c'est la mort de tes parents. Tu ne veux plus.
que tes parents soient manipulés à des fins politiques. Tu veux que tes parents soient à l'abri. Tu ne veux plus que quelqu'un appelle tes parents à sortir dans les rues et se fait perforer par des balles chaudes. Tu veux la garantie sécuritaire de tes parents. Mon frère, viens au sein du RADP. Le RADP t'attend. Il y a ta place au sein du RADP. Il y a ta place au sein du RADP. Si les autres ils te critiquent, ce sont des petites critiques. Quitte là-bas, rejoins le RADP. Je pense que c'est clair. Maintenant, le RADP aussi doit œuvrer pour recruter beaucoup. Recrutez-les. Recrutez, n'ayez pas honte. Mes frères, je vous lance un appel. N'ayez pas, venez rejoindre le RADP. Ça, il y a votre place là-dedans. C'est le parti qui n'accuse pas les autres pour dire qu'il est traître, pour dénigrer la famille des gens. Non. Vous êtes au sein du pays. Ils vous insultent matin, midi, soir. Si tu fais l'erreur seulement, ils vont t'insulter. Ils vont même insulter tes mères, tes parents plutôt. Et ils vont t'humilier à longueur de journée. Tu cherches quoi là-bas? Un parti politique où tu es humilié à longueur de journée. Tu fais quoi là-bas? Ça veut dire que tu es conditionné. Tu ne peux même pas critiquer un tout petit peu. Mais au sein du RADP, quand il y a une erreur, nous là, on critique pour dire, hey, ne faites pas ça, voilà. Et tout le monde tient compte de ça. Les gens nous écoutent. Mais au FPI, tu vas oser dire, ah, Gbagbo a fait une erreur, mais mon frère, tu es mort. Des missiles verbaux qui vont te lancer, tu vas oublier ton nom. Tu vas recevoir des bombes atomiques verbales. Une destruction corporelle dont tu n'as jamais imaginé. Tu seras dépassé. Depuis que tu es né, ce que tu n'as jamais connu, tu vas connaître cela. Moi-même, quand je regarde vos vidéos, il y a d'autres qui font des vidéos qui pleurent parce qu'ils ont mal dans votre camp. Mais puisqu'ils sont conditionnés, ils ont été blagués pendant des années, ils ne peuvent pas quitter. Ils veulent quitter, mais ils ont peur. Ils se disent, s'ils quittent, ils vont les insulter parce que d'autres connaissent leurs secrets. S'ils quittent, ils vont dire, toi, tu as couché un temps, toi, tu sois un temps. Parce que c'est comme ça, ils aiment faire. Oh, toi, tu couches à lui là. Oh, toi, femme là, tu es temps. Mais écoutez, on meurt une fois. On naît un jour, on meurt un jour. Après leurs injures, est-ce que ça va te tuer? Quitte là-bas, si tu as peur qu'on te dise que non, ils sont sortis et toi, tu as fait ça. Mon frère, quitte là-bas, ils n'ont qu'à parler. S'ils font là, nous-mêmes, on te défendre. Viens, rejoindre le RADP. Ce n'est pas un problème. Donc, si Soro Guillaume, il négocie aujourd'hui pour rentrer au sein du RADP, s'il négocie pour venir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Soro, il y a ta place. Si c'est dans si c'est sur cette voie que tu veux aller, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour négocier, blaguer le président Alassane, afin qu'il accepte ton arrivée sur le territoire, pour que tu prennes ton petit couteau de Kirikou là, pour lui poignarder le dos, Soro, on ne sera pas d'accord. Ah oui, si tu as aiguisé un petit couteau pour mettre ça quelque part, pour dire si jamais il me laisse rentrer, son dos sera poignardé. On fait très attention. J'attire l'attention du gouvernement. Les négociations entre le gouvernement et Soro Guillaume qui sont en cours, le gouvernement doit faire très attention. Nous rentrons dans un moment très sensible. Et tous ceux qui sont des va-t-en-guerre, nous devons les empêcher d'arriver sur le territoire ivoirien. Tous ceux qu'on sait qu'ils peuvent, à un moment, d'un moment à l'autre, ils peuvent influencer une partie de la population ivoirienne, en fait que ces gens-là aillent dans les rues prendre des armes pour faire n'importe quoi, on doit les empêcher de venir en Côte d'Ivoire. C'est la seule chose pour que la sécurité puisse être toujours garantie. Alassane doit être vigilant, toujours comme Oufoué l'a été. Il ne doit pas faire une erreur en laissant Soro Guillaume, Gbagbo, Blé arriver en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas les laisser en laissant les Damana Pikas, les Awa Domelo, les Kone Katina arriver en Côte d'Ivoire. Ils pourront venir en Côte d'Ivoire après les élections. Parce que dites-leur, ceux qui négocient là, dites-leur que les moments sont très sensibles. Que les négociations
reporter les négociations, proroger les négociations. Après les élections, il y aura des négociations pour votre arrivée en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, là, les élections sont en cours de préparation. Donc, on ne veut pas des troubles. Donc, pour le moment, toutes les négociations pour l'arrivée de ces gens-là sont rompues. Les négociations sont rompues. Il n'y aura aucune négociation. Maintenant, toi, Soro Guillaume, si tu veux coûte que coûte aller en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Il faut montrer tes comptes bancaires, tes milliards. Tu donnes au pouvoir ivoirien, tu donnes à l'État ivoirien pour qu'on soit rassuré que Soro Guillaume n'a pas de fortune ailleurs pour aller encore s'acheter des armes et déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tu donnes tout l'argent. On sait que tu n'as plus d'argent et donc tu ne peux plus manipuler des jeunes pour dire qu'ils n'ont qu'à aller se battre en leur proposant des billets verts. En ce sens-là, on peut lever le mandat d'arrêt et on peut suspendre ta condamnation et tu viendras en Côte d'Ivoire. Mais si tu veux cacher l'argent dans ton compte, tu ne veux pas montrer tout cet argent au gouvernement ivoirien, tu ne veux pas donner ça à l'État ivoirien et que tu veux rentrer pendant qu'on sait que tu es riche, tu ne veux pas aller en prison, tu veux participer au jeu électoral. On sait que tu as un milliard, tu peux payer des armes avec les terroristes du Mali, je ne sais pas. Tu peux financer des petits Libériens qui vont, eux, venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. On ne veut pas. Donc, voici les conditions. Avant de venir en Côte d'Ivoire, tu déclares tous tes biens, tu donnes ça, tu mets ça à la disposition du gouvernement ivoirien ou de l'État ivoirien. On met la main sur ça. Et l'État ivoirien est rassuré à 100% que Soro Guillaume n'a pas de milliards ailleurs qu'il pourra utiliser pour aller payer des armes. Là, si le gouvernement est convaincu, on pourra. Mais il y a des tests. Hein. Le président peut prendre une décision en s'appuyant sur la Constitution pour suspendre ta condamnation et lever toute poursuite judiciaire sur ta personne. En ce moment-là, tu pourras venir en Côte d'Ivoire. Mais si ce n'est pas le cas, reste dans ton parcours où tu es. La fille dit, B te chasse, elle te poursuit, tu as à répondre de tes actes. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Maintenant, entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui des deux est un vrai militant pro-Houphouët-Boigny? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez un peu le comportement des deux personnalités, des deux personnes. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara. Qui des deux ressemble à Houphouët-Boigny? Il n'y a pas de photocopie. Alassane Ouattara est l'original. C'est lui qui ressemble véritablement à Houphouët-Boigny. Je ne parle pas de la ressemblance corporelle, mais je parle de la ressemblance idéologique et politique. Quand Houphouët était là, aucun Ivoirien n'a pu renverser son pouvoir. Aucun coup d'État n'a pu voir le jour en Côte d'Ivoire. Mais idem, depuis qu'Alassane est là, aucun coup d'État n'a jamais pu frapper son pouvoir. Il est vigilant comme Houphouët l'était en son temps. Houphouët était très vigilant. Alassane Ouattara, à son tour, il est très vigilant. Houphouët a toujours maté les rebelles. Il les a toujours matés, il les a toujours arrêtés. Les foutus en tôle, il les a toujours matés là où il devrait les mater. Mais idem, Alassane, il ne rate pas les rebelles. Lorsqu'il apprend que tu fais une... il te mate, il t'arrête, il te fout en tôle. Au nom de la paix, au nom de la stabilité de notre nation. Et c'est ce que Alassane y fait. Houphouët-Boigny était celui qui avait permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir au moins 2 ponts, Houphouët-Boigny et De Gaulle, au sein de notre propre capitale. Il était celui qui avait permis à la Côte d'Ivoire à sentir le goût des buildings. Allez-y au plateau, vous verrez des immeubles. C'est grâce à Houphouët. Houphouët-Boigny était celui qui nous avait permis à connaître l'odeur de ce qu'on appelle autoroute. Ce qu'on appelle autoroute. Mais allez-y voir l'autoroute du Nord. C'est Houphouët qui nous avait montré tout ça. Mais si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. C'est Houphouët qui nous avait montré
ce qu'on appelle un barrage hydroélectrique. Mais il y avait à son temps, il y avait au moins, je ne sais pas, 7 à 6 barrages. Il y avait 7 à 6 barrages quand Houphouët régnait encore en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, Houphouët-Boigny nous avait permis de connaître ce que c'est que l'université, ce que c'est que l'éducation. Houphouët était celui qui nous avait montré cela. Si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Il nous a montré ce que c'est que le transport. Il a créé ce qu'on appelle Sotra. C'est grâce à lui qu'on a connu Sotra. Bateau, bus, tout. Écoutez, si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Mais qui des deux, entre Bédié et Alassane, qui des deux suit les traces d'Houphouët-Boigny? Dites-moi. Parce que c'est ça aussi. On ne dit pas je suis Houphouëtiste dans la bouche. Quand tu es Houphouëtiste, il faudrait que cela se manifeste dans les actes. C'est par les actes on sait que réellement tu es dans l'idéologie de la personne que tu prônes. Tu prétends incarner. Tu ne dis pas non, c'est moi, je suis le mieux placé. Non, 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 non. On ne parle pas d'enfant. Tu peux être l'enfant de la personne et puis ne pas suivre les idées de la personne. Ne pas suivre la philosophie de la personne. Donc, Bédié, ce n'est pas parce que Houphouët t'a élevé que tu vas penser que tu es celui-même qui va incarner la politique d'Houphouët. La preuve en est que tu as été le premier qui dit tu es pro-Houphouët et puis un coup d'État t'a enlevé au pouvoir. Ouais, tu n'as pas su représenter Houphouët qui, lui, il n'avait jamais permis à un coup d'État de frapper la Côte d'Ivoire. Quand tu régnais, le premier coup d'État frappa la Côte d'Ivoire. Donc là, tu as humilié Houphouët. Donc ça veut dire que tu n'es pas pro-Houphouët. Tu n'es même pas dans les idéaux d'Houphouët. Tu ne suis pas la logique d'Houphouët. Tu ne sais pas comment Houphouët menait sa politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un premier échec. Sous ton règne, on n'a pas vu d'université. Or, Houphouët, c'était quelqu'un qui construisait les universités. Un deuxième échec. Parce que tu ne représentes pas Houphouët, tu n'es pas dans ses idéaux et tu ne suis pas ses pas. Troisième chose, tu n'as pas fait de barrage en Côte d'Ivoire. Or, Houphouët, c'était quelqu'un qui faisait des barrages. Donc, c'est encore un autre échec. Encore, Houphouët, celui qui nous montrait les ponts. Grâce à lui, on connaissait un nom des ponts. De Gaulle et Houphouët. Quand tu es venu, tu n'as même pas fait de pont. Ça veut dire que tu n'étais pas dans les idées d'Houphouët. Houphouët, c'est lui qui faisait des autoroutes. Grâce à lui, on a connu le nom d'autoroute du Nord. Mais depuis qu'il est mort, et que toi, Bédié, tu régnais là, tu as fait quelle autoroute? Rien. Houphouët qui avait électrifié des villages et des villes. Toi, Bédié, quand tu es venu, tu as mis quel courant? On va appeler ça courant. Mais tu as mis quelle électricité? Dans quel village? Dans quelle ville? Rien. Ça veut dire tu ne suis pas les idées d'Houphouët. Parce que militer pour la personne, suivre la personne, c'est de faire ce que la personne faisait. Quelqu'un ne peut pas se dire qu'il suit les idées de Einstein, Albert Einstein, et il n'est pas un scientifique. On lui donne des trucs scientifiques et il est nul. Il parle des trucs, non, SVT. Mais non, c'est que tu n'incarnes pas Einstein. Si tu dis que tu es pro-Einstein et que tu milites pour lui, tu dois démontrer, ou bien suivre à la lettre ce qu'il faisait. Tu dois aussi rentrer dans le même registre. Tu dois faire ça pas à pas. Et les gens doivent voir ça sur le terrain pour dire waouh, c'est vrai, c'est lui-même le vrai représentant d'Einstein de nos jours. Et si tu ne l'as pas fait, si tu as échoué, est-ce qu'on peut t'appeler? C'est pas parce que tu as été enfant d'Houphouët que tu vas dire c'est toi qui es le mieux placé en politique. Il n'y a pas histoire d'enfant. Non, c'est celui qui suit le truc. C'est lui qui incarne bien les choses. Si tu as échoué, c'est moi qui vais citer. Les écoles, même écoles primaires, tu n'as même pas fait. Aucun petit barrage, aucun petit pont, rien. Tout ce que tu savais faire, c'était de fumer des cigares. Je ne suis pas là de dénigrer les baoulés, s'il vous plaît. Mais les baoulés, je les montre réellement. Celui qui incarnait le leader, le père de la nation, c'est Alassane, et non Bédié. Bédié, il est là, vous trompez. Lui, il parle de trucs parce qu'il est baoulé.
Il va vous faire croire que non, comme Bédié était Baoulé, lui il est Baoulé, donc c'est lui qui incarne. Mais si votre Baoulé là qui est Bédié, il n'arrive pas à incarner les idéologies du père de la nation qui était le Baoulé, et que c'est quelqu'un qui est d'une autre ethnie, hein, qui est un Ivoirien, qui vient de Congo, est-ce que vous comprenez? Qui incarne les vrais idéaux du père de la nation, appelé Houphouët-Boigny. Mais suivez-le. Pourquoi vous suivez un plaisantin qui joue sur l'ethnicité pour vous berner? Écoutez, soyons quand même sérieux. Aujourd'hui, lui qui se dit pro Houphouët-Boigny là, c'est Alassane Ouattara. Et vous le voyez même dans ses pas. Depuis qu'il est au pouvoir, aucune rébellion ne réussit. Toute rébellion qui essaie de dire, il est mat dans ses rébellions. Soro a essayé, il a fui comme Gbagbo à son temps. De la manière où Oufou avait fait fuir Gbagbo en 82, c'est comme ça Alassane a fait fuir Soro Guillaume. Ah oui, oui, oui. Mais vous ne voyez pas que ça se ressemble? Mais c'est comme ça. Je dis bien, c'est comme ça. Mais Alassane, Oufou avait fait combien de ponts? 2 ponts. Mais Abidjan, Oufou avait fait 2 ponts. Mais quand Alassane est venu là, il a fait aussi 2 ponts. Pont Bédié, il a mis même ton nom Bédié. Et puis celui qui quitte à Yopougon là, c'est deuxième. Mais c'est la même chose là, non? Oufou avait fait 2 ponts, De Gaulle et Houphouët-Boigny, Alassane là, lui il fait pont Bédié parce qu'il a mis ton nom. Pour ne pas tonner, hein, pour ne pas tonner, il a pris, sinon il pouvait mettre son nom. Pont Alassane Ouattara. Mais comment? Il ne peut pas tonner parce que tu as tellement menti aux gens que tu étais Oufouettiste. Or, en réalité, tu n'es rien. Tu es menteur. Pour ne pas tonner, il t'a donné, au moins, il a donné ton nom au pont. Et tu n'as pas eu honte. Tu as pris, oui, c'est pont Bédié. Et tu vas mentir aux gens que c'est toi qui as fait le pont. Donc, il a fait le pont. Et il est là, fait un deuxième pont. Ça va finir avant un truc cette année-là. Donc, vous comprenez déjà que Alassane, il a rattrapé Houphouët-Boigny sur l'histoire des ponts. Parce qu'il a fait plus de ponts qu'Houphouët. En Côte d'Ivoire, il a fait beaucoup de ponts. Il y a un pont déjà, il y a plusieurs ponts en tout cas. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Donc en matière de ponts, il a déjà dépassé Houphouët. Mais c'est un bon exemple parce qu'il a suivi le maître et il a dépassé le maître. Mais terrain de football en Côte d'Ivoire, c'est Houphouët qui nous a appris ce que c'est qu'un terrain de football. Mais quand Bédié était venu, est-ce qu'il a une fois construit un petit stade? Un petit terrain de football, il sait comment on place des pelouses? Non, il ne sait pas. Mais avec l'arrivée de Ouattara, les stades Félix Houphouët-Boigny, on voit ça pleut en Côte d'Ivoire. Il y a un qui est né dans les narines d'Abidjan, à Anyama à côté là. Mais Anyama, je pense que c'est même Abidjan là. Parce que c'est maintenant proche d'Abobo, c'est même Abidjan là. Il y a un nouveau stade qui est truc. Vous partez à Boaké, mais les stades commencent à pousser comme des champignons en Côte d'Ivoire. Mais c'est Ouattara qui suit les pas de Houphouët-Boigny. Donc les Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Suivez celui que vous aviez aimé tant hier, qui était Houphouët là. Suivez celui qui l'incarne. Houphouët s'est incarné à Alassane. Parce que Houphouët était un bosseur, était un travailleur. Et Alassane, il est pareil. C'est un bosseur. Est-ce que vous voyez Alassane être paresseux? Non, Alassane n'a jamais été paresseux. C'est quelqu'un qui bosse. Et toute son équipe qui travaille avec lui, c'est une équipe vraiment miraculeuse. Une équipe remplie d'énergie. Une équipe qui se bat pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est sans dire une équipe présidentielle. Mais allez-y, Bédié a créé quelle université? Mais allez-y, avec Alassane Ouattara, les universités poussent, on dirait des champignons en Côte d'Ivoire. Mais si ce n'est pas le chemin de trucs comme Houphouët-Boigny, c'est quel chemin? Qui en Côte d'Ivoire a été président? Qui fait comme Alassane le fait? Mais ça a été Houphouët-Boigny. Il est le seul qui a pu faire ça. Et ce sont ces traces qu'Alassane suit. Ce sont ces traces qu'Alassane suit. On doit saluer cela. Les autres ont échoué. Ceux qui se réclament pro-Houphouët, ils ont échoué. Ils ont été un échec total. Il n'y a que Alassane qui a relevé le défi. C'est lui le vrai Houphouëtiste. Donc ce parti qui l'incarne, ce parti qui dirige, ce parti, RADP, est le véritable parti. Si Houphouët était encore vivant, il allait honorer ce parti. Il allait bénir ce parti.
Parce que ce parti fait la fierté d'Houphouët-Boigny depuis sa tombe. Vous devez le comprendre. Cher peuple baoulé, cher peuple Agni, cher peuple Avikam, cher peuple Bété, cher peuple Dida, cher peuple Dies, cher peuple en tout cas j'appelle tous les peuples de la Côte d'Ivoire à rejoindre le RADP. C'est le seul parti politique qui peut nous faire avancer. En dehors de ce parti politique, il n'y a aucun autre parti politique capable de booster la Côte d'Ivoire dans l'émergence. Donc vous comprenez qu'entre Bédié et Alassane, c'est Alassane qui est le vrai choix du peuple. Et puisque lui-même il ne va pas être candidat, il a désigné quelqu'un de le représenter dans cette histoire d'élection parce qu'il fait confiance à ce dernier. Il fait confiance à ce dernier et ce dernier, il a déjà démontré qu'il était capable, qu'il était compétent. On l'a vu sur le terrain. On dit c'est auprès du mur qu'on voit le vrai maçon. On a vu Gon Coulibaly bâtir notre pays. On a vu Gon Coulibaly développer la Côte d'Ivoire. On a vu Gon Coulibaly faire pousser des travaux partout en Côte d'Ivoire. Grâce à Gon Coulibaly et à Alassane Ouattara, nous allons connaître ce que c'est qu'un métro. Chose qu'on voit en Occident. Chose qu'on voit dans les pays américains. Chose qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Nous allons découvrir ça en Côte d'Ivoire. Au nom d'Amadou Gon Coulibaly et d'Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres pays ne rêvent même pas encore d'obtenir cela. Vous prenez le Burkina est très en retard sur ces travaux. Même le Ghana, quand on dit le Ghana ne peut pas défier la Côte d'Ivoire dans cette histoire de métro. Il n'y a que Gon Coulibaly et Alassane Ouattara qui vont le faire et qui sont là le faire parce que les travaux ont déjà débuté. Qui ont mis des ponts partout. Quand vous prenez Bédié, il ne représente rien. Bédié est un nul. Vous prenez l'ouest de la Côte d'Ivoire parce que les membres du pays pensent que les guérés, les ouais sont encore à leur disposition. C'est du mensonge. Le grand frère de Séré Dié, les travaux qu'il fait à l'ouest là-bas, là, le président de la jeunesse de l'ouest, des ouais, des guérés là, il a félicité parce que lui-même, il a milité pour Gbagbo pendant longtemps. Il portait des tapettes. Il portait même des tapettes. Lui-même là, c'est... Il a tellement marché, il a tellement milité pour Gbagbo. Ses tapettes étaient finies. Il n'a jamais rien eu, sa ville, sa région n'a jamais rien eu. Mais avec l'arrivée du grand frère de Séré Dié, qui est lui, RADP, je tiens à le préciser, il est militant du RADP. Et il occupe un grand poste à l'ouest. Mais les moyens lui ont été donnés. Je dis, le gouvernement d'Alassane lui donne des moyens pour aller développer l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les guerriers, ils sont stupéfaits. Tous les guerriers sont étonnés parce que pont, route, ils sont là fait. Société à tout cas, il ne fait que développer l'ouest. Les guerriers sont étonnés. Ils ont dit, ah, donc on pouvait connaître le développement et puis on suivait Laurent Gbagbo. Et puis on marchait dans la boue, poto. Ceux qui ne connaissent pas la boue, on dit poto. Il y a dedans. C'était tout un problème. Aujourd'hui, l'ouest de la Côte se développe à une vitesse exponentielle. Les gens sont stupéfaits. Donc les membres du pays qui pensent qu'ils ont encore une base électorale à l'ouest, détrompez-vous. Les gens de l'ouest, ils vous ont déjà fui. Ils n'ont plus votre temps. Vous devez le prendre. Les données ont changé. Si vous pensez que Gbagbo, il va encore recruter des guerriers, c'est des guerriers têtus là qui ne comprennent rien, qui sont encore avec Gbagbo. Sinon des vrais guerriers qui ont besoin du développement réel. Ils sont avec un truc Alassane. Ils sont avec Alassane parce que ce qu'il fait pour leur région là, Gbagbo n'a jamais fait ça. Il a duré au pouvoir 10 ans et demi. Il n'a même pas pu apporter une petite brique dans une ville de guerriers, dans une ville de Yakuba, dans une ville de ouais. Rien du tout. Puis qu'il dit zéro. Tout ce qui tenait à leur dire, il est poussé à aller dans les rues. Il leur donnait des armes. Allez-y, vous interposez aux assassins de Guillaume Soro. Et ils se sont vus massacrer des charniers partout, par-ci, par-là. C'est tout ce qu'il leur a donné. Des gens qui t'ont soutenu. Au lieu de leur donner le développement, tu leur donnes la mort. Et ils portent des gros verres, tu les vois. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous... C'est pas pour ça que les Ivoiriens t'avaient élu comme un peuple de soutien.
Dans le développement, dans la richesse à ce peuple. Non. Toi, Gbagbo, ce que tu sais faire, c'est de dire à ce peuple-là de prendre des armes pour s'auto-défendre. Il n'était pas sérieux. Il n'était même pas sérieux. Comme si l'ouest de la Côte d'Ivoire ne faisait plus partie de la Côte d'Ivoire. Ça a été détruit, démembré. Oh, merci encore à Alassane Ouattara. Au moins, il donne le goût de la vie aux habitants de cette région de l'Ouest. Et c'est de ça qu'il est question. J'appelle tous les guerriers, tous les ouais, de faire la distinction du bien et du mal. Votre amour pour Laurent Gbagbo ne pourra pas aider votre région. La Côte d'Ivoire se développe, les autres régions se développent. Si vous ne voulez pas que votre région se développe, suivez votre Gbagbo. Boycottez tout ce que le gouvernement d'Alassane fait. Mais si vous avez besoin du développement, alors accueillez à bras ouverts le gouvernement de Alassane Ouattara. Acceptez tout ce que Alassane fait pour vous. Votez Alassane parce que c'est lui qui est là et puis ça se développe. Si vous contribuez à sa chute et que demain il n'est pas là, votre région, le développement va prendre fin. Parce que ceux qui vont venir, rien n'est garanti qu'ils fassent quoi que ce soit pour vous. Parce que vous avez déjà vu le passé. Ils ont été incapables, incompétents. Alors, lorsque tu vois la compétence et l'incompétence, tu fais quoi? Mais il faut choisir la compétence. Pourquoi vouloir coûte que coûte choisir l'incompétence? Toi-même, le nom même, lui-même, il veut son malheur. Tu vois le bonheur. Ça y est en face de toi. Tu vois le malheur. Tu dis c'est le malheur, je veux. Mais est-ce que tu es maudit? Prends plutôt le bonheur. Guérir ne veut pas dire Gbagbo ou rien. C'est une malédiction qui est sur vous. Pour dire sans Gbagbo, vous n'allez... Non, la preuve en est que Gbagbo n'est pas là. Votre ville, vos régions se développent. Donc Gbagbo n'est pas la clé du développement de vos régions. Au contraire, Laurent Gbagbo était le malheur de votre développement. Depuis qu'il a été arrêté, la CPI lui a permis de s'assagir. Maintenant, il devient sage. Votre région se développe avec l'arrivée d'Alassane. Il fallait cela pour que ça se développe. Et c'est Dieu qui a fait cela. Au lieu de vous occuper de Gbagbo, au lieu de vous préoccuper pour Gbagbo, écoutez, sur le terrain, là, proposez au gouvernement de Ouattara pour dire, ah, monsieur le président, telle chose nous manque. C'est lui seul qui peut vous écouter. Si c'est Gbagbo là, il va dire, vous êtes prêts, ok, et puis il ne va rien faire, c'est un présenté. Avec Ouattara, quand vous lui dites ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez, automatiquement il dépêche une équipe pour dire, allez voir le terrain pour faire l'expertise des lieux et voir ce qu'on peut faire. On lui fait le compte rendu et le lendemain il déploie les moyens. Des gens ils vont là-bas pour commencer les travaux. Et c'est comme ça il fonctionne. À vous de choisir. Soit vous voulez être en retard, ou soit vous voulez le développement. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Je vous aime infiniment. Ciao à tous ceux et à toutes celles qui ont suivi ce direct. Je vous en pardonne. Ce soir, demain, ça sera un autre sujet. On va en parler. On est ensemble. Ciao, ciao. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive le peuple ivoirien. On est ensemble.